Nous sommes avec Guillaume qui va vous présenter l'électromobilité chez Mercedes et la gamme Mercedes EQ. Impeccable. Bienvenue à tous, bienvenue à ces essais EQ. On va échanger sur l'électromobilité. Qu'est-ce que l'électromobilité? Est-ce que je suis électrocompatible notamment? Et la première question, la voiture électrique est-elle l'avenir de l'automobile? Je pose souvent cette question et j'allais vous répondre oui, dans les 20-30 ans qui suivent, c'est l'avenir de l'automobile. Puisque les normes, les réglementations vont faire de plus en plus dur à homologuer les voitures 100% thermiques, et notamment la norme Euro 7 qui arrive en 2025 est beaucoup plus compliquée. On va réduire les rejets de CO2, on va réduire les rejets d'oxyde d'azote, de NOx bien entendu, puis on va prendre en compte des nouveaux polluants comme le méthane ou l'ammoniac. Donc ça va être de plus en plus compliqué, et notamment en 2040, interdiction à la vente de véhicules thermiques en France, je parle de véhicules neufs bien entendu. 2030 en Grande-Bretagne, 2035 pour l'Allemagne, et pour nos amis norvégiens notamment c'est 2025, et 2025 c'est demain. Ensuite, bien entendu, il y a la piste de l'hydrogène, on en parle de plus en plus, la venue de l'hydrogène, et une voiture hydrogène, c'est une voiture électrique, puisqu'il y a un moteur électrique, il y a bien entendu une batterie plus compacte, moins volumineuse certes, mais c'est une voiture électrique à la base. Donc tous les progrès que nous allons faire sur les véhicules électriques, sur les moteurs, sur les batteries, au même titre que nos ordinateurs, nos téléphones, même bien nos écrans plats, eh bien on va avoir toute cette progrès technologique dans les 5, 10 et même 20 ans à venir. Donc effectivement, à répondre à cette question, oui c'est l'avenir de l'automobile, au moins dans les 20 à 30 ans. Peut-être d'autres choses, mais vraiment le moteur électrique en lui-même, c'est l'avenir de l'automobile. La deuxième question qui revient souvent, puisque c'est l'avenir de l'automobile, est-ce que nous, conducteurs, tous, nous sommes électrocompatibles? C'est-à-dire, est-ce que je pourrais rouler en véhicule électrique aujourd'hui? Et pour le savoir, il faut se poser au moins 3 questions clés. La première, combien je parcours au quotidien, tous les jours, de kilomètres? 20, 30, 40, 50, voire plus. Il y a une voiture qui me propose entre 350 à 400 km d'autonomie, ce qui est le cas par exemple d'un EQA, d'un EQC, largement même. Ça fait la moyenne, puisque la moyenne du conducteur français aujourd'hui, c'est 48 km en moyenne par jour. Donc une voiture électrique peut très bien le faire. Une fois que j'ai répondu à cette question, il y a une deuxième qui revient tout de suite. Oui, mais moi je fais plus que ça. Quelquefois, parfois, 2, 3 fois dans l'année, je fais plus de 500 km de trajet, plus de 500 km. Combien j'en fais par an? Est-ce que je ne peux pas prendre d'autres moyens de transport, tel que le train, l'avion? Déjà la première question à se poser. Puis une voiture électrique, elle peut faire 1500, 2000, 3000 km. On fait des arrêts. Et aujourd'hui, sur l'UQA, l'UQC, vous avez ce qu'on appelle la navigation intelligente. Vous mettez n'importe quelle destination, et cette navigation intelligente va vous donner tous les arrêts, les bornes de recharge, le temps que vous allez vous arrêter, le pourcentage que vous allez récupérer, etc. C'est-à-dire que vous planifiez votre trajet à l'avance. Et puis la troisième question à se poser, mon habitation est-elle individuelle ou collective? Individuelle est beaucoup plus facile pour faire installer les bornes que sur une voiture 100% électrique. Pour une borne de recharge, souvent qui est une puissance qui va vous délivrer 7,4 kW à l'heure, qui vous permet de recharger votre batterie sans aucun problème. En une nuit, c'est rechargé. Et en habitation individuelle, il est beaucoup plus évident. Par contre, en habitation collective, tout à fait possible. Aujourd'hui, vous avez une loi depuis le 1er septembre 2015 qui est le droit à la prise. Il faut juste faire un dossier, la faisabilité du dossier, plus un courrier au syndic. Et là, vous avez 6 mois pour vous donner une réponse. Au bout de 6 mois, il n'y a pas de réponse. Vous êtes en droit d'installer une borne à vos frais, bien entendu. Une fois qu'on a répondu à cette question, on peut toujours avoir un doute. Et bien à ce moment-là, je vous conseille de télécharger cette application gratuitement sur votre smartphone qui est EQReady et qui va calculer vos trajets quotidiens, vos trajets hebdomadaires, vos trajets mensuels, votre façon de conduire, et qui va vous dire effectivement que vous êtes complètement électrocompatible, ou plutôt peut-être on va vous conseiller de vous diriger vers un hybride rechargeable. Je suis électrocompatible. Aujourd'hui, qu'est-ce que Mercedes peut m'offrir dans sa gamme? Je rappelle, Mercedes EQ, c'est une marque qui commercialise des voitures 100% électriques. Vous avez à côté de ça Mercedes qui va commercialiser des véhicules thermiques, bien entendu, les 100 diesel, qui sont toujours quand même d'actualité, et des hybrides rechargeables, une large gamme. Mais Mercedes EQ, ce sont des modèles 100% électriques. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, eh bien, nous avons 3 modèles de disponibles. Le QA, un SUV compact de 4,46 m, l'UQC, un SUV qui est sorti il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, de 4,80 m, et puis le QV qui est un grand véhicule de 7,5 classe de 5,40 m, 5,14 m plutôt, à 5,37 m.
Et puis demain, mais très très rapidement, quand je dis demain, c'est fin 2021, nous aurons 3 autres modèles, l'UQS, Grand Berlin, un bijou technologique chez Mercedes de 5,21 m. On a hâte de l'essayer, de la découvrir. Et puis l'IQB, un SUV familial de 4,68 m de 5 à 7 personnes. Donc demain, fin 2021, 5 modèles en 100% électrique. Et après-demain, c'est-à-dire à l'horizon 2025, 5 autres nouveaux modèles. C'est un petit modèle 100% électrique dans la gamme Mercedes. Et puis en parallèle de ça, en 2025, nous aurons chez Mercedes-Benz 25 modèles en hybride rechargeable. En tout, 35 modèles électrifiés chez Mercedes EQ et Mercedes-Benz. Et puis après-demain, encore en 2039, un modèle, etc. Vous vous dites que tout ça, ça va vraiment, on va avoir une véritable gamme au sein de Mercedes. Alors la question qui revient souvent, je se pose la question, mais cette voiture électrique est-elle vraiment écologique? Eh bien, on ne peut pas parler de 100% d'écologie. On parle vraiment d'écologie, on ne peut pas parler de 100% vert. Mais ça a du sens, c'est intelligent et ça sera de plus en plus vertueux. Souvent, je fais la comparaison à un vélo. Souvent, on dit qu'un vélo, ça peut être écologique. Un vélo n'est pas totalement vert. Il faut fabriquer des pneus, des plaques à frein, il faut dresser la chaîne, etc. Mais une voiture électrique, c'est un peu la même image. Ça a du sens. Il y a encore beaucoup de progrès, bien entendu, on en a fait beaucoup. Et je vais vous donner quelques indices. Par exemple, Mercedes-Benz a des usines entièrement alimentées par ce qu'on appelle l'énergie verte. C'est-à-dire elle est entièrement alimentée par un parc éolien qui va alimenter l'usine. C'est notamment le cas de Factory 56, une usine implantée en Allemagne qui fabrique la Mercedes classe S. Eh bien, elle va être entièrement alimentée par ces éoliennes qui elles-mêmes vont alimenter un parc de batteries, d'anciennes batteries de véhicules électriques. C'est le deuxième niveau de vie, enfin la deuxième vie de la batterie d'une voiture électrique, et qui va stocker cette énergie en cas de surproduction, parce que l'usine est au ralenti, parce que l'usine est fermée, etc. Donc vraiment, toutes ces usines européennes vont devenir complètement vertes, complètement autonomes. Ensuite, l'usage, on le sait tous, une voiture électrique n'émet pas de CO2, pas d'oxyde d'azote, pas de méthane, etc. Et donc dans les embouteillages ou au quotidien, c'est vraiment, on est à zéro partout. Plus la pollution sonore, on l'oublie souvent, la pollution sonore, souvent dans les embouteillages notamment. Le recyclage des batteries, aujourd'hui, nous sommes capables de traiter à 98% la batterie. Ça veut dire que 70% du lithium, du cobalt est recyclé pour refabriquer d'autres batteries, donc est récupéré. 28% de la matière est entièrement détruite ou brûlée. Et 2% de la matière, on ne sait pas la recycler aujourd'hui. Mais on a fait d'énormes progrès, parce qu'il y a encore 4 à 5 ans, on était à 50% de recyclage des batteries. Donc c'est vrai que l'utilisation de nouveaux matériaux, on a pratiquement supprimé le nickel dans les batteries, a fait qu'on sait mieux les recycler aujourd'hui. Et puis, dernière question, je vous ai parlé des batteries, pas de terres rares dans les batteries. Oui, les lithium-ion, c'est pas du terre rare, c'est le déchet, si vous préférez, de l'extraction du potassium pour l'agriculture intensive. Et les terres rares, on la trouve plus dans les moteurs. Et encore pas tous les moteurs. Quand je parle de moteur, ça va être le moteur synchrone, qui utilise des aimants permanents, qui sont fabriqués à partir de matériaux rares. Et puis à côté de ça, vous avez les moteurs asynchrones. C'est les moteurs qu'on utilise chez Mercedes, notamment dans l'IQA, dans l'IQ6, ce sont des moteurs asynchrones. Et un moteur asynchrone n'utilise pas d'aimants permanents, donc pas de matériaux rares. Et pour revenir sur les matériaux rares, ils ne sont pas si rares que ça, puisque c'est la dénomination qu'on a donnée à cette ère au XVIIIe siècle, on les a découverts au dernier moment, j'allais dire au XVIIIe. Et on ne savait pas extraire les métaux et on les a appelés terres rares. Et tout ce qui extrait des terres rares, on les appelait matériaux rares. Or, il se trouve qu'on a plus de 800 ans de ressources sur notre planète. Donc c'est pas aussi rare que ça. C'est moins rare que le zinc, que l'or ou même le pétrole. Et à savoir que 26% de la production des matériaux rares se trouve dans les voitures thermiques, notamment des matériaux comme le rhodium, le palladium qu'on va mettre dans les catalyseurs qui transforment les gaz très polluants en gaz moins polluants tels que le CO en CO2. 20% de la production des matériaux rares sont utilisés pour les moteurs électriques. Quand je dis moteur électrique, pas que de voiture, moteur électrique du trop haut vent par exemple, moteur électrique de électrique, etc. Donc si nous supprimions l'extraction des matériaux rares à ce jour, ça voudrait dire que les voitures thermiques, on ne peut plus les utiliser. Alors qu'une voiture électrique peut utiliser son moteur, les moteurs asynchrones notamment, sans matériaux rares. Est-il compliqué de recharger son véhicule électrique?
Pas tant que ça, c'est comme je recharge mon téléphone, j'ai une borne, j'ai une pile électrique disponible, je peux recharger ma voiture. Aujourd'hui, nous avons 31 000, un peu plus de 31 200 bornes de recharge en France. À comparaison, vous avez 11 000 stations-service. Dans chaque station-service, vous avez en moyenne 4 à 5 pompes à carburant. On peut estimer qu'on a à peu près 45 000 pompes à carburant en France. En comparaison, d'ici l'été, c'est la moitié de l'été, je vais dire fin juillet, nous serons à 45 000 bornes. On aura autant de bornes de recharge en France que de pompes à carburant. Bien entendu, l'objectif du gouvernement, c'est d'arriver à 100 000 bornes d'ici la fin de l'année. Même si nous prenons un peu de retard sur le programme, je pense qu'on aura 85 à 90 000 bornes d'ici la fin de l'année. C'est-à-dire le double de pompes à carburant. Donc tout ça, ça évolue très très vite et notamment aujourd'hui, nous sommes à plus de 80% de recharge à domicile pour des questions pratiques et des questions de coût, puisqu'à domicile, le coût du kilowatt est à 15 centimes du kilowatt. Et quand vous avez une batterie comme sur le QA, qui a une capacité de 66,5 kWh, quand on parle de kilowattheure, c'est une quantité. Quand je vous parle de kilowatt, c'est une puissance. Donc là, j'ai 66,5 kW à 15 centimes. Et là, vous êtes à moins de 10 euros pour faire plus de 350, voire 400 km d'autonomie. C'est imbattable. Bien entendu, ces ratios vont évoluer. On aura de plus en plus de bornes publiques, de plus en plus de bornes au travail également. Et puis, les ratios diffèrent un tout petit peu en collectivité, bien évidemment, en sachant que sur un UQA ou un UQC, on vous fournit gratuitement la première année sur un UQA notamment, la carte Mercedes Recharge, qui va vous autoriser à aller dans 80% du réseau de bornes en France. Et notamment, je vais vous parler du réseau Unity, qui est un réseau qui a été créé par un consortium de marques qui sont Mercedes, BMW, Ford, Hyundai et Kia notamment, et qui ont établi un réseau de bornes rapides sur les réseaux autoroutiers. Donc en 30 minutes plutôt, on va recharger 80% de la batterie d'un UQA, voire d'un UQC. Donc je peux repartir pour 350 km. Et bien avec la carte Mercedes Recharge, vous pouvez accéder au réseau Unity. Et le réseau Unity va vous coûter 29 centimes la minute. Donc à 30 minutes pour recharger 80% de la batterie, faites le calcul, vous êtes à moins de 9 euros pour repartir pour à peu près 350 km. Et puis dernière question, on peut toujours se poser la question, est-ce qu'un véhicule électrique est-il plus fiable qu'un véhicule thermique? On va retenir des chiffres, j'allais vous dire oui, puisqu'un moteur électrique c'est à peu près une cinquantaine de pièces, et un moteur thermique c'est à peu près 400 pièces. 8 fois plus de pièces dans un moteur thermique, plus de chances d'avoir des pannes, bien entendu. Et en Allemagne, il y a eu une enquête en fin 2020, et il s'est avéré que 20% des pannes sur un moteur thermique, sur une voiture thermique, étaient dues à son moteur, et 4% des pannes sur un véhicule électrique étaient dues à son moteur et sa batterie. Donc 5 fois moins de pannes sur un véhicule électrique. Tout ça pour dire que déjà la garantie de la batterie est 8 ans sur un véhicule 100% électrique, 6 ans sur un véhicule hybride rechargeable. Et c'est vrai que sur un véhicule électrique, vous n'avez pas de combustion, si vous préférez d'explosion. Donc pas besoin d'huile, pas d'alternateur, pas de démarreur, pas de bougie, pas de filtre, beaucoup moins de pièces qui peuvent s'appeler. Et puis, j'allais dire sur les indicateurs, beaucoup moins d'usure de frein. Vous verrez lors de l'essai de ces véhicules 100% électriques, on a beaucoup de freins régénératifs, freins dus à son moteur électrique. Quasiment avec de l'habitude, on ne touche plus la pédale de frein. Donc 3 fois moins d'usure du frein. Pour vous donner juste une idée, le kilométrage moyen de remplacement sur un véhicule électrique des plaquettes de frein, c'est 180 000 km, et sur un véhicule thermique, c'est 60 000 km. Donc 3 fois moins d'usure de frein sur un véhicule électrique. Et ce qui est pas mal, c'est quand vous regardez la poussière des freins déposée sur nos jantes, c'est beaucoup moins de pollution également. Il faut savoir qu'on rejette beaucoup de particules dans l'air avec les freins. Et on en rejette beaucoup moins avec un véhicule électrique. Voilà, on a fait le tour. Je vous conseille de voir avec votre driver si vous avez des questions en suspens. Voyez avec eux. Je vous souhaite un excellent essai et une bonne journée. Merci à vous de votre attention.